Bonjour, c'est Fabrice Dalmeda. Dans cet épisode, on remonte au début des années 80, au moment où un humoriste, un artiste, Michel Colucci, dit Coluche, va créer les Restos du Cœur. Au cœur de l'histoire. C'était une petite idée comme ça, lancée au micro d'Europe 1 en 1985. Coluche aurait sans doute aimé que son concept ne soit plus nécessaire 33 ans après, mais c'est bien le contraire. Désormais, les Restos du Cœur restent ouverts toute l'année. Les bénévoles lancent ce week-end leur grande campagne de collecte de denrées alimentaires. Vous les verrez à la sortie de votre supermarché. Ils espèrent en rassembler 8000 tonnes. Comme chaque année, la fin du mois de mars signifie à la fois la fin de la trêve hivernale pour le logement et donc le risque d'être expulsé, et pour les Restos du Cœur, il marque le moment de la dernière collecte. Nous avons choisi de faire cet épisode à ce moment-là pour que nous nous rappelions tous collectivement que l'été, il existe encore des pauvres qui ont besoin des secours, et c'est pour cela que les Restos du Cœur continuent leur collecte. On va revenir à un moment où cette institution n'existait pas, au moment où elle a germé dans l'esprit d'un humoriste, Coluche. On le prenait pour un amuseur, il a marqué l'histoire aussi par son sérieux. Paris, le 26 septembre 1985. Nous sommes rue François 1er dans le 8e arrondissement. Cet après-midi-là, une star du micro entre dans un studio à Europe 1. Comme tous les jours depuis le mois de juillet, Coluche s'apprête à animer son émission. Il y en aura pour tout le monde. Il porte un t-shirt blanc, le casque vissé sur la tête. Coluche se tient devant son micro avec son œil rieur et ses bouclettes brunes. Il fait signe au régisseur de lancer le générique de l'émission. Bonjour, bonjour. Bonjour. Oh, putain, il est temps qu'on se casse, il roupille là-dedans. Le principe de l'émission est simple. Les auditeurs laissent des messages sur un répondeur téléphonique et en retour, l'humoriste réagit à leurs propos. Il les tourne parfois en dérision. Il lui arrive aussi de prendre la presse, de la commenter à tout va. Bref, il improvise sur l'actualité. Coluche n'hésite pas à aborder tous les sujets. La politique, le chômage, le racisme, les annonceurs même de la station, avec une dérision qui n'appartient qu'à lui. Il raconte à l'antenne des histoires drôles et des moins drôles. Le ton est provocateur, mais Coluche se permet tout. C'est un champion de la logorée entre blagues potaches et réalité du quotidien. Il ose vraiment libérer sa parole. Écoutez quelques extraits pour vous faire une idée. Bon, alors le chômage, il y a maintenant officiellement 1 156 000 demandeurs d'emploi, ce qui n'est pas pareil. Hein. Il y a beaucoup plus de chômeurs que de demandeurs d'emploi. Hein. Il y a des mecs qui ont renoncé depuis longtemps à demander des emplois. Hein. Parce qu'il y a des gens, tu sais, il y a des malfaisants qui disent que les chômeurs sont des feignants. C'est pas vrai du tout. C'est des gens qui n'ont pas de travail. Puis d'ailleurs, ils seraient pour le chômage que si on les payait, les mecs. Sans ça, ils sont contre. C'est évident. Est-ce que vous savez pourquoi la France a choisi le coq comme emblème? C'est ça? Oui. C'est parce que c'est le seul oiseau qui arrive à chanter les pieds dans la merde. Autour de la table, dans le studio, il y a d'abord l'ami de toujours, Gérard Lanvin, l'acteur. Il n'est pas encore la star qu'il va devenir. Et puis il y a Maryse. On disait à l'époque une speakerine, aujourd'hui on dirait une meneuse de jeu, avec qui Coluche co-anime l'émission. Elle est celle qui joue les offusqués quand l'humoriste va trop loin. Et puis il y a aussi Jean-Michel Vaguelsi, l'intello de la bande, chargé d'acheter les journaux et de sélectionner les titres et les informations qui alimenteront la chronique de Coluche. Aldo, lui, s'occupe de fournir à l'animateur quelques blagues diverses. Ce 26 septembre 1985, il est bientôt 17h, l'émission touche à sa fin. Avec un ton plutôt décontracté, l'animateur lance une idée qu'il a en tête depuis plusieurs semaines. Écoutez. Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours. S'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris, par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France. Nous, on est prêts à aider une entreprise comme ça, qui ferait un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000 ou 3000 couverts par jour, gratuitement. Quand il y a des excédents de bouffe à droite à gauche, et qu'on les détruit pour maintenir le prix sur le marché, à ce moment-là, nous, on pourrait peut-être les récupérer, voir ce qu'on peut faire avec les agriculteurs qui ont de l'excédent ou avec les sponsors. Et puis on essaiera un jour de faire
de faire une grande cantine peut-être cet hiver gratos. Voilà. Comme ça, l'air de rien, Coluche vient de lancer les Restos du Cœur qui bien sûr ne portent pas à ce moment-là ce nom-là. Si Coluche peut se permettre une telle liberté de ton, c'est sans doute parce qu'il connaît bien la radio qu'il a embauchée. Entre lui et Europe 1, c'est un peu le jeu du « je t'aime, moi non plus ». Leur histoire a commencé en avril 1978, lorsque l'humoriste anime pour la première fois une émission de radio quotidienne appelée « On n'est pas là pour se faire engueuler ». Avoir Coluche, c'est la garantie d'une audience dont une radio a toujours besoin l'après-midi. Car à quelques minutes à pied de la rue François 1er, rue Bayard, sur RTL, Philippe Bouvard et les grosses têtes continuent d'occuper le terrain. La concurrence est rude. Coluche paraît donc bien installé. Mais le vent va tourner. Au cours d'une émission, l'humoriste fait une blague sur les veuves de guerre. Au micro, Coluche dit que les veuves de guerre utilisent leur pension pour entretenir des gigolos. Les auditeurs sont choqués. La station connaît une déferlante de protestations. Associations indignées, anciens combattants outrés, catholiques froissés. Bref, il faut licencier Coluche. Il avouera plus tard que ce licenciement lui a fait de la publicité pour son spectacle au théâtre du Gymnase. Si bien que plusieurs fois, Coluche sera viré puis réintégré. L'humoriste ira même jusqu'à faire déposer un tas de sable devant la station en signe de protestation contre son renvoi. Entre-temps, Coluche poursuit sa carrière d'acteur au cinéma et d'humoriste sur les planches. Il devient l'humoriste préféré des Français. En 1985, il accepte de reprendre le chemin de la radio. Malgré ou à cause de son succès, il a connu une période difficile. Entre drogue, alcoolisme en 1984, il souhaite se refaire une santé professionnelle. Pour lui, la radio est le meilleur moyen de redorer son blason et de se remettre au travail. Il parvient à convaincre les responsables d'Europe 1 de lui confier une nouvelle émission, et c'est dans ce contexte qu'il revient à la station où il anime l'émission « Il y en aura pour tout le monde » avec Maryse. Mais revenons au 26 septembre 1985. Après les propos de Coluche sur l'idée d'une cantine gratuite pour les chômeurs, la direction de la station craint que l'animateur ne détourne l'antenne à son profit. Car Europe 1 a une règle d'or, celle de ne pas mélanger les genres. L'information ne doit pas être mêlée à du divertissement. Mais Coluche continue sur sa lancée. Il fait appel à la bonne volonté des gens de la société d'Europe 1 et des autres radios. Il invite les grandes marques de l'alimentaire, Ricard, Perrier ou Panzani, qui font par ailleurs de la publicité à l'antenne, à soutenir son projet de cantine, soit par des dons en nature, soit par des chèques. Coluche, en somme, veut enrôler les annonceurs. C'est un jeu risqué. Les responsables de la station craignent au contraire qu'il les effraie. Peut-il continuer comme ça ? Il y en aura pour tout le monde est un grand succès. La publicité rentre de plus en plus. Coluche gagne sa bataille. Il la gagne si bien qu'il est payé comme une star à l'époque. 500 000 francs tous les mois, c'est-à-dire 137 000 € mensuels. Pour autant, il ne change pas son discours. Ce serait mal de connaître, au contraire. Après avoir lancé sa proposition, il termine ses émissions en enfonçant à chaque fois un peu plus le clou, en disant « À demain et pensez à mes chômeurs ». Pourquoi cette insistance ? Pourquoi cette urgence ? C'est que la France est dans une situation bien particulière à ce moment. Au début des années 80, le chômage continue d'augmenter, et en particulier celui des chômeurs de longue durée. De nouvelles notions interviennent pour qualifier la situation politique. On parle de l'exclusion. On parle même d'une nouvelle pauvreté à partir de 1983. Les entreprises recrutent moins. Le travail non qualifié se fait rare. En 1984, il y a déjà plus de 10% de Français au chômage. Des chômeurs qui généralement sont jeunes, âgés de moins de 40 ans, ce que l'on avait rarement vu jusqu'alors. Au micro d'Europe 1, le 2 octobre 1984, c'est un bénévole du Secours catholique qui décrit cette nouvelle pauvreté. Ces gens qui accueillent le Secours catholique, ce sont des gens très souvent nouvellement touchés par la pauvreté, très souvent des Français, 80% d'entre eux sont des Français, ce qui étonne beaucoup de gens. Un quart des femmes seules avec enfants, des gens qui n'ont
quasiment aucune qualification professionnelle. C'est là un phénomène très marquant. Je crois que 75% n'ont pas le niveau du CAP. Cette situation, elle vient d'abord de la fin de ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, avec les chocs pétroliers de 1973 et 1979. Il y a une crise financière, une crise d'efficacité de l'État qui ne sait pas comment gérer la société française qui est entrée en crise. Et puis, il y a, il faut bien le dire, une forme de crise de légitimité de l'État-providence qui apparaît comme incapable de s'adapter au temps nouveau. Depuis mai 1981, ce sont les socialistes qui sont au pouvoir avec pour président François Mitterrand. Ils ont bien tenté une politique de relance, mais elle s'est soldée par un échec. À partir de 1983, ils rentrent dans ce qu'ils appellent la politique de rigueur, autant dire une politique d'austérité. C'est cette politique qui accroît encore le chômage, si bien qu'en octobre 1984, il faut adopter un plan d'aide à la pauvreté. C'est Georgina Dufoy, ministre des Affaires sociales et de la Solidarité nationale, en Conseil des ministres le 17 octobre 1984, qui présente ce plan. L'essentiel est de pouvoir trouver la capacité que nous avons à nous lever et à nous mobiliser pour dire que dans ce pays, qui encore une fois est un pays riche au regard des autres pays de la planète, dans ce pays, nous ne pouvons pas accepter que des hommes, des femmes et des enfants n'aient pas un logement et une nourriture qui soient minimum de ce que nous pouvons penser comme étant les conditions de vie décentes en France. Toutes les associations classiques, le Secours catholique, le Secours populaire, l'Entraide d'Auteuil ou l'Armée du Salut, répondent à cet appel à l'aide du gouvernement. Mais l'abbé Pierre s'insurge. Il y a le scandale de la destruction des surplus agricoles, dit-il. Il annonce la nécessité de créer une banque alimentaire française. La droite elle-même change son discours. Jacques Chirac, le 14 novembre 1984, encore maire de Paris, taille des croupières à la gauche, en l'accusant d'alimenter la pauvreté. Chirac reprend à son compte l'expression de nouveaux pauvres, qui est passée dans le langage courant, comme si Mitterrand était responsable de cette nouvelle pauvreté. Tout un climat de solidarité apparaît en France, et c'est dans ce contexte que Coluche va rendre son idée concrète. Coluche s'est presque confié une mission impossible. Quelques semaines après son appel, il doit passer à l'acte. Il sait pouvoir compter sur quelques amis comme Jacques Attali, qui relaye cette initiative auprès de la présidence. Et chaque jour, dans son émission, Coluche lance des appels aux dons qui sont relayés à leur tour par d'autres stars de la radio, comme Michel Drucker. Avec Coluche, c'est le parler franc, vous allez l'entendre. Mais vous allez entendre juste après aussi comment Philippe Gildas, autre star de l'antenne, mais aussi mari de Maryse, la co-animatrice de Coluche, reprend à son compte le propos. Il y a plein de gens en France qui n'ont pas de quoi se nourrir. Et c'est désolant. Alors comme les quantités de nourriture existent et qu'il faut peu d'argent pour l'acheter, on se dit que si on arrive à récupérer cet argent, on peut les acheter, voilà. Bon, et puis les donner à tout le monde, les distribuer. Vous, ce qu'on vous demande, vous qui nous entendez là, c'est le petit geste qui consiste à faire le petit chèque et de mettre ça à la poste et d'envoyer de quoi faire avec 50 balles, 2, 3, 4, 5 repas. 5, exactement, voilà. 5, oui. Alors évidemment, si vous pouvez donner plus de 50, plus vous donnerez, mieux ça vaudra, et plus on sera à donner, et plus il y en aura, et plus il y aura de repas. Voilà. C'est Banque Commerciale Privée, 89, Faubourg Saint-Honoré, 75 008, Paris. La popularité de Coluche crée un véritable raz-de-marée. Des élèves d'écoles de commerce et d'écoles d'ingénieurs se mobilisent. Ils créent les premiers noyaux d'action et à peine un mois après l'appel de Coluche, ils couvrent déjà une vingtaine de régions en France. Le quadrillage du pays commence. Le mouvement populaire est tel que des bénévoles en activité ou des retraités viennent prêter main forte aux jeunes. Il faut gérer les stocks et s'installer dans des locaux pour être prêt pour l'ouverture de ces grandes cantines gratuites. Coluche, de son côté, est sur tous les fronts. Il déploie une énergie incroyable. Il mobilise tous ses amis, le chanteur Daniel Balavoine ou la comédienne Josiane Balasco. Il rend visite aux maires de Lille, de Bordeaux, Jacques Chaban-Delmas, Pierre Mauroy. Il leur demande des moyens logistiques comme des locaux, des véhicules. Il va sur les plateaux de télévision pour parler de son projet et encourager les gens à y participer. Séduits par l'idée de l'humoriste, des personnalités, des anonymes, viennent dans le hall d'Europe 1 pour déposer des chèques. La générosité est communicative. Coluche va dessiner les contours du projet. Ces cantines porteront un nom,
un nom généreux, les Restaurants du Cœur. Gennevilliers, dans le nord-ouest de Paris. 22 décembre 1985, il est 7h du matin. En ce premier jour d'hiver, la nuit a été particulièrement froide. Au milieu de ce terrain, en périphérie de cette ville des Hauts-de-Seine, s'élève un grand chapiteau de cirque, blanc et bleu, entouré de barrières de sécurité. Cette journée est capitale pour l'aventure de Coluche. C'est ici, dans quelques heures, que la première campagne des Restos du Cœur va commencer. 18 autres centres de distribution de nourriture ouvrent également le même jour. Mais celui de Gennevilliers est un peu spécial. C'est le restaurant pilote, le premier qui a été pensé pour subvenir aux personnes résidant en banlieue parisienne. Il est plus grand que les autres et il symbolise à lui seul l'investissement de dizaines de bénévoles qui ont répondu à l'appel de Coluche 3 mois plus tôt. Pourtant, au tout départ de l'aventure, ce n'était pas gagné. Lorsque Coluche est arrivé à la mairie quelques semaines auparavant pour demander l'aide de la ville, les responsables municipaux se sont divisés. La ville de Gennevilliers est déjà très populaire. Beaucoup d'ouvriers travaillent aux multiples usines de sous-traitance automobile et y résident. Accepter la création d'un restaurant gratuit, ne serait-ce pas risquer un afflux supplémentaire de population en grande difficulté? Le maire communiste de l'époque, un certain Lucien Lanternier, tranche. La ville prêtera le terrain et fournira la logistique. Et donc, ce 22 décembre 1985, l'événement est particulièrement attendu. Déjà, de petits groupes de personnes s'agglutinent derrière les barrières. On peut y voir des chômeurs, des familles pauvres, des femmes seules et beaucoup d'enfants. Coluche est très impatient de ce moment. Il est arrivé dès l'aube. Un horaire trop matinal pour les journalistes, peu importe. Il faut vider les camions et porter les sacs de baguettes et des kilos de pommes de terre à l'intérieur du chapiteau. Coluche s'en est occupé avec les autres bénévoles. Au menu de ce premier jour, friands à la viande, steak haché, pommes de terre, gâteaux et orangeade. C'est Coluche, une toque de papier sur la tête, qui accueille personnellement les premiers groupes de personnes venus s'approvisionner. Son ami, le chanteur Daniel Guichard, est venu lui prêter main forte. Quelques personnalités, des bénévoles issus des écoles de commerce, des retraités, distribuent des repas au milieu des blagues incessantes de l'humoriste. Voilà à quoi ressemblait l'intérieur du chapiteau de Gennevilliers ce 22 décembre 1985. Les débuts des Restos du Cœur sont donc plus que prometteurs. Sur la vingtaine de centres ouverts entre décembre 1985 et mars 1986, 150 000 repas par jour ont pu être servis grâce aux dons collectés. Mais pour Coluche, ce n'est qu'un début. Il y a le nom, maintenant il va composer un logo, et une autre idée lui vient, qui va être fondamentale pour son projet. Il faudrait créer une chanson, un hymne des Restos du Cœur, quelque chose qui emporte les esprits autant que les cœurs. Seulement voilà, il n'a pas vraiment de budget à y consacrer. Il appelle donc une star de la chanson française de l'époque, Jean-Jacques Goldman, et lui demande d'écrire une chanson entraînante pour son projet. Lorsque Goldman lui demande le temps dont il dispose pour l'écrire, Coluche lui répond sûr de lui, une semaine. Le chanteur terminera le morceau en l'espace de 3 jours et il sera chanté par des stars des années 80. On retrouve notamment les voix de Yves Montand, Michel Platini, Nathalie Baye, Michel Drucker et bien sûr Jean-Jacques Goldman lui-même. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir peur ni d'avoir froid. Dépasser de chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Dès sa sortie le 24 février 1986, cette chanson collective se place en tête des ventes de disques. Il en sera vendu plus de 500 000 exemplaires. Avec les Restos du Cœur, Coluche n'est plus seulement un clown à l'antenne. Il devient une personnalité humaniste dans le cœur du public et notamment chez les jeunes. Il est l'objet d'une reconnaissance médiatique sans précédent qui va bien au-delà de la radio et du monde du show business. Coluche, en somme, c'est devenu le peuple. Alors bien sûr, à la fin de l'année, en mars 1986, on comptera 8,5 millions de repas distribués. Mais un drame va frapper les Restos du Cœur. Le 19 juin 1987, Coluche
meurt dans un accident de moto. La disparition endeuille l'ensemble des bénévoles et toutes les personnes qui s'étaient investies dans cette aventure. Mais pourtant, malgré la mort de son fondateur, malgré la mort de Coluche, sa femme et ses amis vont reprendre en charge le projet et recommencer année après année ce mouvement d'entraide. Ils parviendront même à obtenir le vote d'une loi qui permet aux donateurs de bénéficier d'un crédit d'impôt. On l'appellera la loi Coluche. Elle est adoptée le 20 octobre 1988 par le Parlement français. Depuis, le mouvement des Restos du Cœur est devenu célèbre avec une tournée des musiciens qui portent le nom d'Enfoirés. Et ces Enfoirés, chaque année, publient un CD, un DVD et font des concerts qui rapportent plus de 20 millions d'euros à l'association. Le mouvement lancé par Coluche, la petite idée qui avait commencé à trotter en 1985, est devenu un élément crucial de la solidarité française. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis à très vite. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio, présentée par Fabrice Dalméda, préparé par Adèle Salmon, réalisé par Christophe Davio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou vos plateformes habituelles d'écoute. À bientôt pour un prochain épisode.